Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 8e épisode du Seb Show dédié à la 38e saison de Survivor Edge of Extinction. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, me faire un petit like, m'ajouter sur Facebook, sur Twitch ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes. Comme ça, je suis capable de faire un meilleur suivi. D'ailleurs, je vais prendre 2 de vos questions des dernières semaines par rapport à Survivor, ou du moins par rapport à la télé-réalité en soi, je pourrais dire. Donc, je vais prendre 2 de vos questions pour y répondre aujourd'hui. Mais avant ça, commençons sur le dernier épisode de Survivor, où est-ce qu'on a vu Julia se faire blindsider comme on aime. Je veux dire, Julia semblait tellement vouloir être en contrôle de la situation, était arrogante par rapport à son jeu. Pourtant, elle était invisible quasiment jusqu'à l'avant-dernier épisode, où ce que dans le fond, elle a mené à l'élimination d'Eric de mémoire. Donc, Julia a apparu de nulle part, mais avec une arrogance incroyable, et elle s'est fait éliminer par pratiquement tous les joueurs, excepté Aurora. Donc, ça a été beau à voir. Je veux dire, c'était chaotique. Il y avait des revirements. Tout le monde essayait de pousser pour un joueur en particulier, de tirer la couverte vers eux autres pour avoir leur stratégie mise de l'avant. Au final, Julia qui était même pas vraiment en danger. En mon sens, ça semblait même pas être une joueuse qui avait une cible quelconque sur le dos, de peindre sur le dos, est devenu le vote le plus clair dans tout ce chaos-là qu'il y avait au vote de tribu. Et je me dis, ben je vous l'avais dit. C'est-à-dire que à partir du moment que Joe a été éliminé, j'avais le sentiment que les Kamas allaient s'auto-détruire, soit par eux autres mêmes, soit venant de l'alliance de tout le monde. En mon sens, la vision que j'en avais, c'était beaucoup la vision des Healers, voilà quelques saisons. C'était la saison 35 de mémoire. Donc, Heroes versus Healers versus Hustler. Et dans ce contexte-là, à partir du moment que tu perds, je pourrais dire, ta possibilité de majorité ou ta majorité tout simplement, c'est extrêmement difficile de garder tes joueurs dans le jeu. Tous les autres joueurs vont se dire, écoute, c'est des votes faciles, on peut tous les éliminer un en arrière de l'autre, puis ça va être merveilleux. Et c'est ce qu'on a vu un peu avec les Kamas, c'est le fait que leurs joueurs, à partir du moment qu'ils ont éliminé Joe, la confiance régnait plus au même degré. Il y a des gens qui ont commencé à douter. Le fait que des gens doutent, ils ont voulu fortifier d'autres alliances. On a vu un peu l'alliance avec Rick et David qui a causé l'élimination d'Eric. Là, on a vu Julia essayer de faire la même chose, mais sous un autre angle, d'essayer d'aller chercher certains joueurs qui étaient des outsiders, ce qui lui est revenu en pleine face. Donc, globalement, les Kamas sont sur une pente descendante. Ça va être extrêmement dur pour eux autres de survivre. Si on prend en considération que Kelly, Lauren ont des idoles, ont des idoles dans leur poche, les choix sont limités pour les Kamas d'essayer de reprendre le dessus côté vote. C'est une situation où ce que peut-être un joueur des Kamas, peut-être 2 joueurs des Kamas vont être capables d'étirer l'élastique pour eux autres, un peu comme c'était arrivé avec les Healers. Donc c'était damn, j'ai un blanc de mémoire encore une fois. Hein. C'est la vieillesse ou c'est la fatigue, mais en tout cas, j'ai toujours des blancs de mémoire ces temps-ci. Donc, les Healers, ça avait fait un petit peu la même chose. Il y avait juste eu un joueur qui était resté. C'était Mike. Des. Je vais l'avoir. Hein. Mike était resté jusque dans les 5 derniers. Il avait réussi à faire son petit bonhomme de chemin, mais c'était le dernier de sa tribu. Et je pense que les Kamas s'en vont un peu dans la même lignée. Alors que si ils avaient gardé Joe, ben au moins la confiance n'aurait pas été détruite.
les joueurs auraient probablement dit, bon, ben écoute, on passe un vote facile. Surtout que le premier vote, on s'entend que le vote où ils ont risqué d'éliminer Joe, les autres joueurs étaient complètement divisés. Je veux dire, c'était vraiment un vote. Rick était venu sur le tapis, David était sur le tapis pour dire peut-être que Kelly était à risque. Les autres joueurs voulaient tous s'entre-éliminer. Les Kamas avaient une superbe opportunité d'éliminer les autres joueurs et surtout de prendre le contrôle du jeu, de prendre la majorité. Ils n'ont pas saisi ça, ils ont pensé faire un move d'enfer en éliminant Joe, alors que ça a été le pire move qu'ils pouvaient pas faire dans la situation, c'est-à-dire tout s'unir. Et là, ça a allumé une petite lumière envers tous les autres joueurs dans le jeu, de dire peut-être que ils vont toujours voter en bloc. Donc, s'ils votent toujours en bloc, ben, faut les éliminer. Faut s'unir pour éliminer les Kamas. Et c'est un peu la twist qui est arrivée derrière ça. Et c'est un peu ce qui cause l'autodestruction des Kamas à l'heure actuelle. La confiance, le manque de confiance qui s'est créé par l'élimination de Joe. Et aussi le fait qu'ils ont perdu la possibilité de majorité. Je pense que, je vous le disais dans les derniers épisodes, je vais continuer à faire mon speech, mais Joe était un merveilleux bouclier pour toute la tribu des Kamas. C'est-à-dire que si Kelly utilisait son idole, probablement qu'elle l'aurait utilisé contre Joe. Même chose avec David et Rick. Tout le monde de l'autre côté voulait éliminer Joe. Et si ça s'était arrivé, ben moi, à mon sens, il n'y aurait pas eu un manque de confiance par rapport aux Kamas. Les Kamas auraient dit, ben écoute, c'est l'autre tribu qui t'a éliminé, fait que qu'est-ce que tu veux, on t'a pas blindsidé, on a continué à te suivre dans la même ligne de pensée. Et c'est ironique quand même que Joe, juste un peu avant le merge, parlait justement à Julien en disant, t'es une menace, tu risques de partir vite, tu te rends pas compte que le reste, tous les autres joueurs dans le jeu vont essayer de voter les Kamas out. Et de tous les Kamas, il y avait juste Joe, qui pourtant n'est pas le joueur le plus stratégique de la gang, qui voyait ça arriver. Et les Kamas l'ont échappé. Et ça va être difficile pour eux autres. Je pense que, surtout qu'ils ont quand même des joueurs qui peuvent être encore vus comme des menaces. On pense à Victoria, on pense à Ron. C'est tous des joueurs qui peuvent faire peur au Manu, au Manu, dans le fond, à toutes les autres, ou même à Rick qui était maintenant un Hardcast, ou peu importe. Donc, je vois pas les Kamas être capables de sortir de ça. Là, il y a beaucoup de hype de dire on élimine-tu Kelly, on élimine-tu David. Moi, j'ai encore l'impression que ça va être un Kama qui va partir. Ça va être à soir d'ailleurs. Vous allez voir mon vidéo, puis le prochain épisode va être ce soir. Mais j'ai l'impression que ça va être encore un Kama, à moins vraiment que les gens se disent Kelly, en mon sens, Kelly pourrait être un choix intéressant. Lauren aussi. Pour Kelly, à cause de sa stratégie, Lauren, à cause que physiquement, elle se donne à chacune de ses compétitions. Peut-être que les gens vont vouloir, mais est-ce que les autres joueurs vont être assez épais comme War Dog, vont être assez épais pour dire ouais, je peux me risquer de perdre le nombre en éliminant quelqu'un qui peut être potentiellement dangereux? Moi, j'ai un doute. J'ai un doute. Mais ça peut se produire. Par exemple, surtout avec David et Rick. David et Rick ont une alliance quand même qui peut se traduire un peu comme Rob Cesternino, en tout cas bref, Rob de la saison 6, et Matthew, qui à 2 votes comme ça pouvaient switcher d'une alliance à l'autre et toujours éliminer un joueur qui voulait éliminer sans jamais être vraiment ciblé par personne parce que tout le monde voulait leur vote. Donc, ça pourrait être un pattern comme ça qui pourrait se reproduire avec David et Rick. Donc, peut-être que ce soir, ils vont dire OK, c'est le temps d'éliminer Kelly. Switcher avec les Kamas. Et à partir du moment que Kelly est éliminé, c'est comme OK, on switch du côté des Manu et on élimine un Kama et faire cette game-là de switcher d'un bord puis de l'autre. Je pense que c'est possible. Je suis pas sûr que c'est ça qui va arriver, mais si j'avais vraiment
à élaborer sur l'élimination. Je pense que ça va être un Kama qui va partir encore ce soir. Comme je dis, l'histoire des Kamas est très fragmentaire. Je veux dire, les joueurs dans les Kamas, on les voit pas, ou pratiquement pas. C'est pas des joueurs d'envergure. On a beaucoup plus d'histoire du côté des Manus et même de l'île d'extinction. Fait que je vois pas les Kamas se rendre loin. Peut-être un joueur, ça se peut qu'il y ait un joueur en finale, peut-être même deux joueurs en finale. Je prends comme Victoria. Victoria, c'est une possibilité. Mais au-delà de ça, j'ai de la difficulté à voir comme Aurora. Aurora serait un vote super facile à soir, entre autres. Mais je pense que ça va être des joueurs comme ça qu'on risque de voir partir rapidement. Je verrais pas War Dog ou Kelly partir, surtout Kelly sans jouer son idole, quoi qu'elle joue quand même avec le feu en ne jouant pas son idole. Alors, on peut critiquer le fait, je dirais critiquer, on peut argumenter sur le fait que est-ce que c'était vraiment pertinent pour David de jouer, de Rick de jouer l'idole pour David au dernier vote. Je me dis, avec tout l'aspect chaotique du vote, il n'a pas pris de chance. Ils n'ont pas pris de chance de jouer l'idole. Ça peut être intéressant dans ce contexte-là. Ça n'a pas servi à rien. Ça a peut-être même mis plus de pression sur leur alliance parce que là, les autres joueurs vont dire hey, attends un peu, ils jouent tellement serré qu'il y avait comme 2 pièces d'immunité puis ils se la partageaient. Ça, c'est pas nécessairement bon. Autre aspect aussi qui joue contre Rick, c'est comment il a justement amené le blindside de Julia. Et ça, j'ai hâte de voir comment que les autres joueurs vont le percevoir parce qu'il a quand même très bien blindsidé Julia. Mais à mon sens, c'était une mauvaise stratégie personnelle à faire. Parce qu'il s'est vraiment mis une cible dans le dos, lui. Alors que là, les gens l'avaient comme oublié. Il a provoqué quelque chose. Ça, c'est certain qu'il a provoqué quelque chose. C'est certain que là, les Kamas allaient probablement faire un move sur David. On s'entend. Donc, il a risqué. Mais là, David est retourné comme dans l'ombre, alors que lui, il est revenu à la lumière. Un peu ce qui est arrivé au tout début du jeu quand il s'est fait éliminer la première fois. J'ai hâte de voir comment que Rick va être capable de manager ça, comment il va être capable d'emmener sa stratégie à un autre niveau pour que les joueurs recommencent à l'oublier. Parce que c'est ça qui va arriver. Là, il y a une cible en disant « Mon Dieu, c'est un joueur qui... » stratégiquement, rendu à la fin, il peut dire moi j'ai risqué, j'ai fait des moves qui ont provoqué l'élimination de certains joueurs. J'ai fait des choses. Ce que pas beaucoup de joueurs cette saison-ci peuvent argumenter d'avoir fait. Puis c'est un move qui a payé. Contrairement au move comme de Ron qui a éliminé Joe, c'est un move qui n'a pas payé. Donc de ce côté-là, Rick est peut-être un petit peu plus en danger. J'ai hâte de voir de ce côté-là. Bon, je pense que ça fait un petit peu le tour de ma pensée. Donc, je m'attends à une élimination de Kama. Peut-être pas une élimination complète des Kama, mais je m'attends quand même à une ou deux autres éliminations de Kama. Je trouve que ça ferait du sens. Si les autres joueurs ne saisissent pas cette occasion-là, je trouve que ils méritent de se faire éliminer rendu là parce que c'est une très belle occasion de se débarrasser des Kama. Et surtout, de se rendre beaucoup plus loin dans le jeu. Dans le fond, de faire ce que les Kamas auraient dû faire et ce qu'ils n'ont pas fait. Ça va être drôle aussi de voir est-ce que Joe va revenir dans le jeu. Qui va revenir dans le jeu éventuellement. Parce que c'est sûr que ça va brouiller les cartes par rapport à la finale, en mon sens. Un juré constitué de gens qui sont tous allés sur l'île d'extinction risque de voter pour quelqu'un qui vient de l'île d'extinction. C'est ce que j'ai peur. En mon sens, c'est probablement ce que j'ai peur. Mais je peux me tromper. Donc, on va passer aux 2 questions du public, dans le fond, de gens qui m'ont écrit. J'ai eu Tristan Adon qui m'a écrit quelle a été ta... dans le fond, il voulait savoir quelle saison je lui recommandais. Donc, ma saison favorite. Et ça, c'est dur un peu à dire, dans le sens que... ma saison favorite ne sera peut-être pas nécessairement, ou mes saisons favorites ne seront pas nécessairement des saisons qui vont être aussi percutantes, parce que moi, il y a le côté nostalgie qui embarque. Moi, j'écoute Survivor depuis pratiquement le tout commencement. Donc, ça fait en sorte que il y a beaucoup de nostalgie. Je pense à la saison 7, Pearl Island. J'ai embarqué énormément dans cette saison-là. Saison 6 avec Rob, justement, Rob Cesternino.
Là, je l'ai eu comme il faut. Donc Rob avait été un excellent joueur dans la saison 6, donc j'ai aimé son gameplay. Par contre, la saison est beaucoup plus tranquille côté twist. C'était au balbutiement de Survivor. Il y avait beaucoup moins de twists, beaucoup moins de revirements de situation. Euh, les fins ne sont pas totalement satisfaisantes non plus, je dirais, par rapport à ces saisons-là. Bon, visuellement aussi, il y avait des choses à reprocher, je pourrais dire, dans le sens que c'est pas la qualité d'aujourd'hui, mais c'était des belles saisons pour moi. Je vous dirais, la saison de Survivor Samoa était une excellente saison. Heroes contre Vilain. Mais Heroes contre Vilain, j'ai de la misère à la conseiller pour commencer. Parce qu'en mon sens, ce qui donne de la valeur à cette saison-là, c'est d'avoir écouté toutes les autres saisons depuis le début. Et parce que Heroes contre Vilain, c'est vraiment un melting pot des meilleurs joueurs ou des joueurs les plus marquants de l'histoire de Survivor. Et c'est vraiment une excellente saison sur les revirements de situation. Sincèrement, il y a beaucoup de revirements, il y a beaucoup de choses qui se produisent dans cette saison-là, mais c'est toutes des légendes. Et donc, pour comprendre un peu le fonctionnement et d'où sort tout le ressentiment ou la haine ou les alliances, ben, il faut un peu connaître c'est quoi qui s'est passé avant. C'est exactement comme le même principe pour le premier All-Star, saison 8. Donc, dans le premier All-Star, si vous n'avez pas écouté la saison 3 avec Lex, Ethan et Tom, vous ne comprenez pas l'impact de pourquoi ces trois gars-là ont comme, en même temps, ont un respect, une amitié, mais en même temps, Lex et Tom veulent prendre leur revanche d'une certaine façon. C'est difficile un peu à décortiquer si vous n'avez pas vu les saisons précédentes. Vous ne pouvez pas voir non plus à quel point pourquoi que Colby Donaldson est vu comme une grosse menace, alors que, sincèrement, dans l'All-Star, il ne fait pas grand-chose parce qu'il était blessé avant la saison. Sauf que quand vous écoutez Survivor Outback, donc Australian Outback, la deuxième saison, ben Colby est un être ultra dominant physique. Et surtout, vous comprenez qu'à la fin, il a quand même emmené quelqu'un qui a gagné sur lui en sachant que la personne qui était Tina, que Tina allait gagner sur lui. Il l'a emmené en voulant, ben, je dirais pas lui donner l'argent, ça serait peut-être plus ça un peu, mais il savait très bien qu'il allait probablement perdre contre elle. Donc, il avait été ultra altruiste à cette époque-là. Donc, tout ça rentrant en ligne de compte par rapport à Survivor All-Star. Donc, c'est un peu ça que les saisons... Moi, à mon sens, il y a beaucoup d'excellentes saisons qui a beaucoup de joueurs, d'anciens joueurs qui reviennent et ça fait des saisons très explosives. T'sais, c'est des gros égos, c'est des joueurs qui veulent soit gagner parce qu'ils ont pas assez proche de gagner les saisons d'avant, qui se battent avec l'énergie du désespoir quand ils sont dans le trône. Ça crée des frictions beaucoup plus intenses. Ça crée des situations beaucoup plus... des twists sur les votes. Les joueurs sont souvent prêts à prendre beaucoup plus de risques. Donc, c'est souvent des excellentes saisons, mais il faut que vous ayez écouté avant. Donc, dans cette vision-là, je vous dirais que la saison que je pourrais recommander, si vous voulez avoir les twists actuels, si vous voulez avoir un cast qui est excellent, je vous dirais que la dernière saison, la saison 37, David contre Goliath, était une excellente saison. Il est arrivé tellement de rebondissements, il y a tellement eu de choses, que ce soit l'évacuation de certains joueurs, les votes qu'il y a eu, les idoles, comment ils se sont joués, les twists, comment ils se sont joués. Je pense que c'est une saison qui a beaucoup de choses. C'est certain que si vous commencez par celle-là, puis vous revenez dans le temps, ben, il y a certaines saisons, comme je vous dis, il n'y a absolument aucune twist. Les premières saisons, il n'y a pas de twist. C'est 8 joueurs contre 8 joueurs et on y va de même. Donc, les twists ont commencé tranquillement, pas vite, à la saison 3. Après ça, il y en a eu un petit peu saison 7. Mais ça s'est intégré pour donner ce qu'on a comme show actuellement. Je veux dire, on est loin même du Guatemala, où ce que la première idole cachée a fait son apparition. De mémoire, c'était au Guatemala, la première idole cachée là, de toutes. Et c'était Gary qui l'avait trouvé. Moi, je pense que c'est ça, c'était Gary. Mais bref, donc, c'est sûr que je pense que la saison 37
est extrêmement bonne à écouter. Mais c'est sûr que si c'est pour écouter plein d'autres saisons après, vous allez avoir une saison qui est quand même assez complète. Donc, toutes les autres saisons par après vont sembler un petit peu incomplètes. C'est pas de suivre un cheminement normal, de dire, oh, attends un peu, ils rajoutent des affaires, puis qu'est-ce que les joueurs vont faire? Parce que les joueurs s'adaptent face au twist à la longue. Parce que les joueurs des saisons, des nouvelles saisons, c'est des téléspectateurs des anciennes saisons. Fait que, à la longue, les gens s'adaptent avec certaines twists. Les gens se disent, mon Dieu, moi je ferais ça avec tel twist, je ferais telle autre chose avec tel twist. Puis c'est pour ça qu'ils les mettent en application quand ils viennent qu'à participer. Et c'est pour ça que c'est le fun de commencer du début, mais je comprends quelqu'un qui veut écouter une excellente saison. Et à ce moment-là, je vais conseiller Survivor, la saison 37 de David contre Goliath. C'est la saison qui va être la plus belle probablement visuellement parce que c'est la plus récente avant aujourd'hui, dans le fond, la saison 38. C'est aussi, comme je disais, pleine de twists, plein de rebondissements, des très bons personnages, des personnages qu'on veut voir jouer. Des revirements de situation incroyables. Donc ça fait le tour. C'est Survivor 37, là, c'est ça que je te conseillerais, mon cher Tristan. Et on a eu Malicia. Malicia qui m'est revenue aussi sur une deuxième vidéo par rapport au lot du diable. Bon, non, je ne l'ai pas écouté. Et je vous dirais, à la limite, ça m'intéressait pas. C'est pas nécessairement que... Peut-être que le concept était bon. J'ai toujours beaucoup de difficultés avec la télé-réalité au Québec. Je vous dirais, malgré que j'en ai participé, malgré tout, j'ai tellement une vision plus américaine de la télé-réalité compétitive. J'ai de la misère avec la télé-réalité au Québec. Manque de temps aussi. Je connais le concept. J'ai vu un peu les émissions. Moi, l'esprit de... Il faut rebâtir un village comme à l'époque, puis il faut mettre comme les fondations du village, tout, ça m'intéressait pas. Le côté historique de ça m'intéressait pas dans une télé-réalité. T'sais, si je veux vraiment voir comment que les pionniers sont venus en Amérique du Nord et ont construit les premiers villages, puis comment ils ont dû défricher les terres, je vais écouter un documentaire là-dessus. Je veux pas le voir par du monde d'aujourd'hui puis qui s'essaye à le faire. En mon sens, je sais pas, ça m'intéressait pas. Ce volet-là m'intéressait pas. Pour le reste, ça aurait pu être intéressant. Ça n'a pas eu l'air de fonctionner ben non plus parce que c'est pas revenu de mémoire. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais je pense que ça a été juste en 2017 que ça a été fait. Mais il peut avoir un côté intéressant. Quand je vois des téléréalités un peu comme Amazing Race, Survivor, il y a des fois des côtés historiques ou des côtés locaux. Quand ils vont dans d'autres pays, dans d'autres régions, bon, ils montrent des fois les mets qu'ils peuvent manger. Des fois, les compétitions comme Amazing Race utilisent beaucoup des compétitions qui sont liées à l'endroit où ils vont. Ça peut être intéressant, mais c'est court. C'est comme une introduction de faire comme il y a des choses intéressantes là. Mais faire une télé-réalité là-dessus sur une période de notre histoire, je comprends, ça peut être intéressant. C'est un mix de histoire avec télé-réalité, mais pour moi, la télé-réalité, j'aime ça parce que quelque part, je décroche aussi. C'est une façon de voir juste la compétition, de voir des gens, de voir la stratégie, de voir des choses. Et je dis pas que ça n'en faisait pas partie, mais de rajouter le côté histoire puis le côté peut-être pionnier. Et le mix m'attirait pas. Peut-être que si j'écoutais, je serais comme oh man, peut-être que je serais prêt à fond là. Peut-être. Mais ça m'a pas attiré quand ça avait été présenté. Et encore aujourd'hui, mettons que sur ma liste de choses à écouter, ça serait extrêmement loin, sincèrement. Je pense qu'il y a des choses à côté de lesquelles je passe que j'ai vraiment envie d'écouter. Et ça, malheureusement, ça n'en fait pas partie. Mais peut-être que c'est super bon. Malicia, tu te gênes pas, tu peux nous en parler si tu as aimé ça. Nous dire les bons côtés, les mauvais côtés. Ou même s'il y a d'autres mondes qui l'ont écouté et qui ont aimé ça, allez-y, gâtez-vous. Je veux entendre vos commentaires. Je veux lire vos commentaires. Les entendre, ça ne marchera pas fort. Mais les lire en dessous du vidéo, ça va me faire super plaisir. Ou si vous voulez me parler de d'autres choses, gênez-vous pas, laissez vos commentaires. J'ai pris du retard par rapport aux commentaires sur les vidéos, principalement parce que je suis surchargé de travail.
Et je voulais avoir la tête un petit peu plus reposée pour vous jaser, pour vous répondre. Mais cette période-là est quasiment finie, je vous dirais. Fait que j'ai très hâte. Fait que je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Puis de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.